Nous espérons que vous avez aimé le dessin animé, ou au moins vous l'avez trouvé intéressant. J'espère que même nos spectateurs, les petits, ont apprécié ce que nous avons vu. D'abord, euh, nous présenterons un peu plus en détail ce dessin animé, et puis c'est l'échange de vues que nous attend. Moi, j'espère que ce n'était pas quand même trop inédit et trop inhabituel comme dessin animé, mais si on parle d'adaptation de l'écrivain Kirbolotchov, qui dans les années 70, 80 était très populaire et connu en URSS, malheureusement moins connu à l'étranger, ses autres adaptations de ses œuvres littéraires étaient bien évidemment plus traditionnelles. Tout d'abord, je parle de Mystère de la troisième planète. On connaît toutes les phrases et des aphorismes de ce dessin animé. Secret au mystère de la troisième planète, même s'ils ne savent pas du fait qu'ils sont issus de ce dessin animé. Et bien évidemment, le graphique, elle était ressemblable à l'art de l'artiste français Henri Rousseau. Ce dessin animé est une adaptation plutôt inédite. Je crois que Monsieur Chapelev vous présentera le plus, qu'il se ressemble beaucoup au film de Konstantin Lopochanski, La lettre d'une personne morte. Bien évidemment, vous voyez la différence si vous connaissez ce film-là dans les images visuelles. Il nous semble assez étrange parce qu'ils ont été faits par un mathématicien. J'ai une présentation qui accompagne l'auteur du visuel de son animé, de l'œuvre graphique. C'est Anatoly Fomenko, vous le voyez en photo. Tout d'abord, il est connu comme mathématicien, géomètre légendaire, l'un des spécialistes éminents au monde dans la géométrie différentielle et sur la théorie du système dynamique. Il était l'un des académiciens les plus jeunes de l'Académie des sciences de l'URSS et puis de l'Académie des sciences de Russie. Il était le professeur de la faculté de la faculté de mécanique et de mathématiques à l'université MGU, Lomonosov. Tout d'abord, elle est connue tout d'abord comme mathématicien. C'est son professeur, son métier principal, mais c'est lui-même qui a fait les illustrations sur ses propres manuels et ses ouvrages. Les concepts mathématiques dont il a parlé dans ses livres ont été illustrés par lui-même. Les créateurs du style si vous voulez, d'art, c'est le surréalisme mathématique. Si on regarde ses œuvres artistiques, parfois on voit Salvador Dali, parfois Tacher, bien évidemment les Gouvari, mais on voit vraiment beaucoup de concepts scientifiques par rapport à Salvador Dali ou Escher. Et pour le public, large public en Russie, il est connu en tant qu'auteur de la chronologie nouvelle d'histoire. Grâce à sa théorie inhabituelle, malheureusement, hélas, cette histoire a été beaucoup plus courte, mais elle a été beaucoup plus courte, mais c'était l'historien, si vous voulez, traditionnel et atypique, mais comme ce n'est pas son métier principal, on n'y parle pas et il est lié au fait que les sciences fondamentales elles sont maintenant, si vous voulez, plutôt cachées à l'ombre. Maintenant, cela ne fait plus partie du bagage culturel et intellectuel nécessaire. C'est pour ça on connaît, si vous voulez, parfois des personnalités éminentes grâce à ces produits si vous voulez, en direct et pas grâce à leur métier principal, ils sont professionnels. Tout d'abord, je vais parler des images qui ont été utilisées dans ce dessin animé à l'école.
Tout d'abord, je souhaiterais vous répéter qu'Anatoly Timofeevitch n'était pas dessinateur, illustrateur comme métier. C'est pour ça, moi, j'ai choisi quelques images pour vous expliquer ces images du point de vue mathématique. Et pour compléter les vues et les images par le regard d'un mathématicien. Là, vous voyez des images qui sont rencontrées sur le chemin de nos voyageurs qui traversent ce monde dangereux. Ils suivent leur chemin vers le vaisseau spatial. Tout est déformé, indirect, dangereux, troué et incompréhensible, qui cache des périples. On voit, si vous voulez, la liquide très épaisse des stalactites qui se mêlent et se transforment. Donc, ça, c'est l'homotopie. Je vais vous expliquer ce que c'est comme concept. Puis, je vais vous expliquer vraiment littéralement. C'est la transformation mathématique, l'homotopie, qui permet de déformer des objets et des surfaces comme on fait déformer, comme par exemple une masse des résines ou d'autres choses. On ne peut pas le déchirer ou on ne peut pas le coller. L'un des exercices très connus dans l'homotopie, par exemple, on a un petit homme qui a été fait d'une masse, d'un moule, et on voit cette personne, ce petit homme, qui tient ses doigts croisés. Est-ce qu'on peut mettre ses doigts sans ouvrir les doigts, mais devoir, si vous voulez, écarter ces doigts-là sans le faire. Là, vous voyez, dans le monde d'homotopie, on peut le faire. On commence par la pouce, on le passe d'abord par une main, puis par les épaules, puis par une autre main. On fait un tour autour de la pouce d'une autre main. Et là, vous voyez, c'est l'homotopie. Nos doigts sont écartés. Il y a d'autres concepts mathématiques qui sont illustrés. Par exemple, à un certain moment, je ne sais pas si on a vu cette image en entier dans le dessin animé, mais on a vu des morceaux de cette image-là que l'on appelle le zoo topologique. Là, vous voyez de petits monstres qui se sont allongés. Et là, vous voyez des surfaces différentes. Ici, la surface que vous voyez, c'est le collier d'un Antoine. C'est comme, si vous voulez, le collier de petit coq. Puis vous voyez deux autres feuilles de Mobius. Je crois que vous connaissez le concept. Ça, c'est la deuxième surface. Au centre, on voit la déformation de Thor et, si vous voulez, d'un rond où on peut mettre un petit trou et suite à plusieurs transformations, on peut le faire à l'envers. Là, je ne vais pas vous expliquer d'autres surfaces que l'on voit ici. Pour ne pas vous ennuyer. Là, ce monde qui est étudié par ces enfants qui connaissent peu de choses, ce monde est vraiment effrayant. Ce monde était vraiment un monde ennemi parce qu'il n'est pas possible de l'appréhender, parce qu'ils ne savent pas comment travailler avec. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils s'approchent au vaisseau spatial?
quand tu vois le mode de commandement où ils entendent les voix d'autres civilisations, d'autres planètes, euh, nous voyons que tout est beaucoup plus simple. Là, on voit la surface où on voit de petites cellules. Ce sont des coordonnées des cartes de la géométrie qui étaient impossibles à étudier ou à apprendre, incompréhensibles. Là, on est plutôt dans la géométrie qu'il est plutôt clair, que l'on comprend. C'est la géométrie d'Euclide. On a vu des tables, du sol, des pages. Là, on voit la géométrie simple. Comment cette transformation se passe, se déroule. Cette transformation se fait grâce à l'image d'une page, d'une grande page, vraiment volumineuse, qui est ouverte, puis d'abord elle est fermée, puis grâce au vent, le livre s'ouvre, tout ce qui était plat devient curviligne. Je vais vous expliquer pourquoi, mais quand même. On commence par quelque chose de complexe à quelque chose de très simple. Et en effet, le chemin, la voie de connaissance, et on le fait vice-versa, si vous voulez. Là, sur ce vaisseau spatial, ils ont vu ce monde qui peut être facile, qui peut être appréhendé grâce aux toutes petites pierres euh, qui, qui ont été simples à construire quelque chose. On devient, si vous voulez, la maison de ces pierres, mais beaucoup plus complexe. C'est comme je vous ai expliqué le principe de géométrie de Euclide. Notre Terre, elle n'est pas plate. Bien évidemment, sur notre Terre, les lois de géométrie d'Euclide ne fonctionnent pas. Et là, grâce à ceci, on peut passer aux objets bien plus complexes. Pour Anatole Timofeevitch, ce dessin animé, il était un dessin animé sur la voie de savoir, la voie d'appréhension des connaissances. Qu'il fallait passer de quelque chose simple à quelque chose complexe, c'est pas l'inverse. Il est toujours en vie. Il n'a pas beaucoup aimé la science-fiction, en effet, mais malheureusement, heureusement, ici on divise les genres. Il y a des genres que l'on respecte plus, il y a des gens que l'on respecte moins. Anatole Timofeevitch, il était plutôt passionné à la classique et il se souvenait toujours d'un épisode du roman Merejkovski, Léonard de Vinci. Il y a un épisode dans ce roman. Léonard de Vinci prend part à une dispute scientifique avec des scientifiques de son temps, de ses homologues. Bien évidemment, à l'époque, les savants étaient les personnes de l'Église, parfois les diplômés des universités de Bologne, Padova, Pisa. Ils connaissaient très bien la Bible, les citations euh, des prêtres, par exemple. Elle parlait latin, mais lui, il était, si vous voulez, tout à fait pas littéralement, juste par rapport à eux, parce qu'il même maîtrisait pas le latin, il connaissait pas ces citations et aphorismes de Thomas Aquinas ou d'autres choses, mais puis il commence à les appréhender, mais Léonard de Vinci, ce qu'il a parlé de Léonard de Vinci, est beaucoup plus proche à notre idée. Il comprenait par exemple tout sur les plantes, comment on voit par exemple quelque chose sur la fleur, puis la même chose avec le tronc de l'arbre, puis il étudie l'anatomie.
le fœtus et l'évolution d'un bébé. Il comprend le corps d'une personne humaine. Il revient de ces disputes scolastiques très abstraits qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité. Par exemple, combien d'anges on peut retrouver au bout d'une aiguille? Il revient à la nature des choses. Et en fin de compte, lui, il avait raison. Parce que l'approche scientifique, le début de l'approche scientifique était bien évidemment Léonard de Vinci, il n'y a pas du tout ces prêtres ou ces moines bien connus qui connaissaient toutes les citations des pères des Bibles, si vous voulez. Ici, on parle d'Anatoly Fomenko. Il était bien évidemment, il l'est toujours, la personne de Renaissance, si vous voulez. Qu'il a acquis bien évidemment des résultats énormes pour telle ou telle connaissance humaine, notamment où ce savoir et ces connaissances sont assez spécifiques. Pour ceux dont le métier est plutôt les mathématiques, par exemple la personne qui est spécialisée dans la théorie, par exemple, de l'algèbre ou quelque chose, il n'est pas du tout la même personne qui s'occupe de la géométrie des choses. Ils vont pas se comprendre, si vous voulez. Si vous voulez, c'est une impasse cognitive. La science, c'est vraiment en avant, et même en tant que personne bien éduquée, on peut pas tout appréhender. La philosophie a été mise par Anatoly Fomenko dans les images visuelles. Elle nous donne l'espoir qu'il faut essayer. Si on commence correctement, si on commence à le faire bien correctement, on peut déjà comprendre quelque chose. Il ne faut pas juste baisser les bras, c'était sa philosophie. Là, on pourrait s'approcher à quelque chose, c'était sa philosophie. Je crois que Georgi Shepelev va parler vous plutôt de l'élément humaniste, si vous voulez, de cette notion. Et aussi, une petite parenthèse, ce dessin en MS est le seul dessin animé où est utilisé le graphique d'Anatoly Fomenko. Elle est utilisée de manière discrète, mais elle est aussi utilisée dans le film américain Barbra Streisand, Le miroir à deux faces. Et le personnage principal, le héros principal, est le professeur de l'Université de Columbie aux États-Unis. Dans son bureau, on voit le dessin d'Anatoly Fomenko qu'il a copié de l'album qui a été édité en anglais, si je ne me trompe pas. Il s'appelle L'imagination mathématique. Et l'une de ces images, donc l'un de ces dessins, on voit directement sur le mur dans ce film. Et dans ce dessin animé, c'est l'image qui représente deux chiffres mathématiques, le chiffre pi et la constante LR. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vais continuer. L'un des sujets principaux de cette société, c'est bien évidemment la dilemme. S'il faut aller chercher quelque chose vers ce vaisseau spatial, ou s'il faut rester ici ou construire leur propre civilisation, qu'est-ce qu'il faut choisir? Si vous voulez le pain quotidien ou les ananas qu'il faut trouver quelque part dans le futur semi-imaginaire. Et il faut les trouver d'abord. Et vous voyez comment elles réussissent à transmettre ces savoirs et ces connaissances sans nos moyens technologiques. Elle essaie de d'écrire ce fruit exotique aux enfants. Et il comprend qu'il ne peut pas même décrire
ce fruit ou même le cheval. Les enfants l'ont jamais vu. Au cœur de ce roman est le sujet inhabituel pour la science-fiction soviétique, c'est les catastrophes et l'effondrement du progrès scientifique et technique. Si vous voyez la science-fiction cinématographique, d'habitude, elle est très optimiste. On voit des planètes éloignées pour rencontrer nos confrères intellectuels. D'habitude, ce contact est assez positif comme dans la version socialiste de l'exploration de l'espace et du futur, le progrès technologique et le progrès social sont intrinsèquement liés. Si votre civilisation, par exemple, a réussi à construire un vaisseau spatial et à atterrir notre planète, notre galactique, là, cela veut dire qu'elle est à ce niveau où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'armes. Là, il y a une polémique là dans ce dessin animé. Les cosmonautes, quand ils sont enterrés dans le régime catastrophique sur la planète, il y avait une radiation, il y avait un danger. Bien évidemment, ils ont pris quelques objets, mais ils ont oublié l'arme, si vous voulez. Donc, cela veut dire les cosmonautes de la société tout à fait humaniste, l'arme n'est pas du tout de la première nécessité. Est-ce que vous avez vu le film Perestra ad Astra? Ah oui, parfait. C'est la même chose. Ce film est apparu 6 ans avant celui-ci. Donc là, ils sont atterris sur un problème où il existe une civilisation de notre planète. Il y avait leur propre catastrophe, mais nos cosmonautes, bien évidemment, ils disent la même chose. On va pas prendre l'arme ou le fusil, on va utiliser nos compétences euh, supernaturelles. Mais dans le contact avec le monde extérieur, on n'a pas besoin d'armes. Je crois que c'était le principe principal de science-fiction scientifique. Et là, on voit ce col-là, ce tournant, si vous voulez, où on passe du modèle socialiste à un modèle post-socialiste. Si vous regardez ce monde, s'il est intéressant, si ce monde il est romantique, pas du tout, il est froid, on voit des monstres. Les couleurs très sombres, la froid. Cela correspond à une note assez critique sur le regard sur le cosmos, l'espace. Vous vous souvenez, je crois, de la chanson principale soviétique, L'herbe près de la maison, Trava у дома. Dans cette chanson, on parle du fait comment on souhaite bien notre rêve principal et de revenir vers notre herbe sur notre terre natale, près de notre maison, de la foi où nous sommes. Peut-être que cela ne donne pas des fruits dans les médias, peut-être il fera froid et d'abord, bien évidemment, il y aura du danger. La crise et l'idée même de l'exploration de l'espace et l'idée de construction de l'avenir lointain, ce que l'on appelait à l'époque communisme, mais pour construire cette idée, bien évidemment, on aura ces pluies, pas tout de suite, pas dans les médias, mais d'ici certain temps, ou peut-être même jamais, et cette planète, si vous voulez, reflète l'image des doutes que l'on avait déjà dans notre société, s'il faut explorer l'espace, pour atteindre certains espaces extérieurs et si tout va bien là-bas et si on peut y aller sans armes, par exemple. On trouve ici là une dispute des physiciens et des personnes romantiques et lyriques. Donc, c'était pendant toute la civilisation et période soviétique, notamment dans les années 50-60, des physiciens et des romantiques. Là, vous avez vu deux garçons qui représentent ces deux groupes. Une personne, l'homme,
Oleg, c'était une image romantique et l'autre personne, c'est Dick. Donc, si vous allez voir, si vous comprenez le jeu de mots en russe, Dick, c'est Diki, sauvage. Là, il voit l'animal, sa première idée qui vient à l'esprit, et il souhaite le tuer parce qu'ils vont avoir de la viande grâce à ça. Mais là, les deux autres, Olga et Oleg, ils ont essayé quand même de faire ami avec cet animal. Ils ne savaient pas qui c'est et l'on appelait le bouc, sachant que c'était une chèvre quand même. Lorsque je regardais ce dessin animé il y a longtemps et j'ai comparé avec ma vision actuelle de la France, de notre petite patrie, de notre deuxième planète natale, si vous voulez, c'est aussi une métaphore de l'émigration, de notre diaspora. Nous avons volé sur notre planète, si vous voulez. Nous avons notre deuxième planète ici, notre petite vie ici, et quelque part, une autre planète, notre vie, notre passé. Si on y revient, on recherche là-bas une petite chambre où on est né. Il y a notre grelot, il y a nos jeux pour retrouver notre petit lit. Je ne sais pas si les auteurs de ce film nous ont voulu donner un indice sur l'émigration ou pas, qui, bien évidemment, dans les années 80, est devenu tout d'abord possible. Et moi, j'ai trouvé quand même cette comparaison assez intéressante. Si vous avez attiré votre attention à la chanson que l'on entend dans ce film, c'est adaptation de la poésie de Sacha Tchorny. C'est notre compatriote à deux reprises. Il est né à l'Empire russe et il est mort pas loin de la Côte d'Azur en 1932. Dans les années 20, il a immigré et puis il s'est retrouvé en France. Je sais que dans la salle, il y a des personnes croyantes. Si vous avez entendu dans cette chanson les mots suivants, je vais vous les lire comme un morceau de la poésie. Dans la vie, il y a très peu de minutes belles. Dans la vie, il y a beaucoup d'absence de foi et beaucoup de travail lourd noir. Et puis, les idées sur le passé nous donnent des rides et les idées sur le futur sont aussi lourdes et il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de présent. Et là, on se retrouve sans foi, sans espoir, sans Dieu. Bien évidemment, la communauté, ils ont eu beaucoup de discussions sur, bien évidemment, la théologie. Les sujets de la Bible, vous les voyez aussi. Bien évidemment, les gens sont chassés du paradis. Ils essaient d'être comme de gens humains, de l'humanisme. Ils essaient de retrouver leur avenir à Dieu. Ils essaient de retrouver la force extraterrestre, si vous voulez, à laquelle on peut euh, s'adresser, qui pourra nous aider, qui pourra nous sauver après. Cette recherche de force supernaturelle, si vous voulez, de quelque chose de spirituel, la tentative de se distraire de cette petite vie d'un village qu'ils ont construit juste de ce qu'ils avaient de main à côté. Comme je vous ai demandé, il fallait attirer votre attention aux objets que l'on voit, notamment lorsqu'ils approchent le vaisseau spatial. Voici la civilisation technologique. Ils voient le lien avec la Terre et quelque chose qui fonctionne sur ce vaisseau spatial. Ils entendent les voix d'autres planètes éloignées et là où ils voient ce lait condensé. Là, je crois que dans ce dessin animé, on le voit plus clair, même par rapport au livre.
faites attention avec la civilisation, vous revenez aussi à la consommation, aux joies de vie matérielles, pas de joie spirituelle. Ce n'est pas par hasard qu'elle essaie de chercher de l'arme sur ce vaisseau. Je crois pas qu'elle a vu quelque part à la télé ou sur Internet, mais le garçon a sa posture d'un cow-boy avec cette arme-là. Bien évidemment, là, on aura besoin après, comme on l'a vu, il a tué un animal qui représentait le danger, un dragon ou quelqu'un. Donc, ils ont eu besoin des objets pour sauver soi-même ou d'autres personnes de ce danger. Les historiens cherchent ce qui précédait ce dessin animé et comment c'est influencé les œuvres littéraires ou cinématographiques dans l'avenir. Galina, elle a déjà donné la réponse à la question que j'ai posée. La tonalité de jaune, la tonalité, les nuances jaune, noir, grise. Galina a donné sa réponse. On voit dans le film la lettre d'une personne morte. Je vous conseille, je vous recommande de le regarder vivement sur les conséquences de l'explosion nucléaire. Si vous souhaitez regarder un film sur le sujet semblable, tout d'abord, c'est le texte de Ray Bradbury de 1946. C'est La glace et le feu. C'est l'effondrement du vaisseau spatial sur une planète lointaine et comment les jeunes essaient de revenir à ce vaisseau spatial. Et deuxième récit de Rico Frank Russell de 1953. On peut comparer ces trois œuvres littéraires. Elles sont très semblables. Il y a bien évidemment des différences, mais vous pourrez voir. Si vous souhaitez de voir d'autres œuvres littéraires qui ont influencé ce dessin animé, c'est l'Odyssée cosmique de 2001 de Stanley Kubrick. Bien évidemment, c'est l'un des meilleurs films en science-fiction de notre civilisation sur l'année 1968, sur les obélisques noirs qui ont été envoyés sur d'une autre planète du système solaire. Là, on voit la forme du vaisseau spatial sur lequel s'approchent nos jeunes. Bien évidemment, elles se ressemblent à ces obélisques noirs. Parmi les films récents, Brian De Palma, La mission sur Mars, c'est le film de 2000. Je crois que Brian De Palma, bien évidemment, a regardé ce dessin animé, le col. Et lorsque vous voyez les grandes portes de ce temple de Mars, comment il s'ouvre devant les cosmonautes de la Terre ou des astronautes de la Terre. Vous pouvez vous souvenir comment les jeunes de notre film ouvrent leurs portes dans le vaisseau spatial dans ce dessin animé. Apparemment, elle a repris ce sujet-là. Moi, je pourrais vous parler beaucoup de choses sur ce dessin animé, mais je crois que peut-être quelqu'un des spectateurs souhaite poser leurs questions ou peut-être faire un échange de vues. Bonsoir. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du fait que vous avez projeté ce dessin animé. Pour moi, c'était une découverte. Expliquer toutes les significations qu'il y a que le dessin animé n'est pas possible, mais c'est pas. Nous avons prouvé pour nous-mêmes l'existence de l'origine divine. Le mathématicien, un philosophe français, Blaise Pascal, a dit « Si je crois en Dieu, il n'existe pas, je ne perds rien, je gagne. Et si je n'y crois pas et il existe, là je perds beaucoup. » À part tout ce qui est dans ce dessin animé, j'ai vu ce lien avec l'origine spirituelle.
Les gens s'approchent vers ce vaisseau comme vers la recherche spirituelle intérieure. Et là, on voit un parallèle avec deux maisons différentes. La maison où j'habite, là peut-être on la comprend pas ou peu connue, reste cette maison. Mais les adolescents restent dormir dans la rue quand même. Ce monde incompréhensible est beaucoup plus proche pour eux par rapport à la maison d'où ils sont partis un jour. Ils la reconnaissent plus parce qu'ils ne s'en souviennent plus. Nous n'avons pas de mémoire sur l'endroit d'où nous sommes. Cette maison spirituelle où nous irons, d'où nous sommes partis un jour, et pour y atteindre, il faut comprendre beaucoup de choses. Découvrir beaucoup de choses dans ce monde afin d'y revenir. Et dans ce dessin animé, j'ai bien repéré cette deuxième maison, la recherche spirituelle intérieure, qui était apparemment proche au créateur de ce dessin animé. Je tiens à vous remercier de nouveau, ce dessin animé est très proche à mon état d'esprit actuel. Merci. Merci beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est la métaphore de recherche spirituelle intérieure. Нельзя с вами не согласиться, что это, конечно, и духовно, разумеется, это метафора духовного поиска, да, возвращения. Le retour vers nos racines, à un moment précis, nous sommes devenus des adultes pour pouvoir bien comprendre qui étaient nos parents. Ce retour-là à notre naissance même, au berceau où nous sommes nés. Et toutes ces images redoutables que les enfants voient le long de leur chemin en font épreuve, nous rappellent beaucoup les cauchemars de nuit de notre imagination, même notre conscience. Et l'idée de s'échapper à ces images ou à ces cauchemars dans l'endroit bien protégé lié à la famille, à la société, le berceau reste cet endroit tout à fait protégé, avec plusieurs personnes qui l'entourent et s'occupent de nous. Et dans notre monde très inquiétant, qui n'est pas stable du tout, je l'ai trouvé cette image également très confortable et paisible. Nous cherchons en effet quelque chose de pareil et les enfants ont réussi à le trouver dans certains sens, dans ce dessin animé. Je crois que les enfants quittent ce vaisseau spatial parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'y rester. Ils se rendent compte du fait qu'ils ne savent pas assez. Ils ont compris qu'il fallait se développer, qu'il fallait apprendre, mais pour l'instant, cet endroit, il n'est pas pour eux. Lorsqu'ils apprennent de nouvelles choses, ils peuvent y revenir. Et il fait écho à une autre œuvre culte, un autre film culte. C'est le long métrage dont une adaptation n'est pas du tout compatible avec le texte, mais de toute façon, c'est le film de culte Solaris d'Andrei Tarkovsky. On voit très bien la différence entre le texte littéraire de Stanisław Lem et le film d'Andrei Tarkovsky. Et en effet, dans le film, on voit cette image de la maison qui est tout à fait absente dans le texte littéraire de Stanisław Lem. C'est Tarkovsky qui nous fait réfléchir à l'idée que lorsque nous ne faisons pas ce travail sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de cet océan immense. L'océan pourra donner vie uniquement aux monstres qui nous sommes à l'intérieur. Et pour que l'océan nous donnera quelque chose de bel, nous fera découvrir cette beauté, il faut que l'on ait cette beauté à l'intérieur de nous. Cette idée est très bien développée dans le film de Tarkovsky, elle est ici également dans ce dessin animé, mais peut-être dans l'option plus simple, plutôt préliminaire. Je vous en remercie beaucoup. À cette phrase-là, je ne souhaiterais pas disputer avec Galina, mais on peut compléter sa phrase. Là, vous voyez ce temple de science, de civilisation, cette arche. La maison, on pourrait revenir. Le monde humain, ce monde humain immense, peut être atteint uniquement pour les enfants. Si on fait parallèle au sujet de Bible, ce sont uniquement des âmes innocentes qui ont réussi à atteindre ce vaisseau. Et le représentant de la génération au-dessus, on peut justement s'interroger sur cette question.
Ils ne sont pas comme nous, comme les adultes. Peut-être qu'un jour, les enfants qu'il y a dans cette salle vont comprendre un jour ces idées différemment. Si j'étais petite et si j'étais venue à un tel événement, je n'aurais sûrement pas compris les choses comme ça, mais là, je suis revenue et je n'aimerais pas que les enfants restent toute la journée devant leur écran et c'est pour ça que je les ai apportés ici. Et j'ai une question à propos des couleurs, du noir, du jaune. Cela m'a semblé aussitôt comme une différence entre le sombre, le clair, que les gens se sont retrouvés à devoir rechercher cette harmonie. Et donc cette harmonie qui commence à être recherchée dès l'adolescence. Et ils ont réussi à aller jusque-là. Et s'ils n'y seraient pas arrivés, ils ne seraient pas arrivés à l'âge adulte et seraient en fait restés des adolescents. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est intéressant. C'est intéressant de voir entre la personne moins âgée et la personne plus âgée. Ici, nos enfants sont un peu différents. Ils ont un regard sur le monde différent. Et il est peut-être difficile pour eux de revenir à certaines sources. Et dans ce dessin animé, on a justement cette représentation des plus âgés qui montre aux moins âgés comment il faut continuer à avancer. J'ai vraiment envie de continuer ce dialogue avec vous puisque j'ai beaucoup en fait d'idées là-dessus. Mais j'ai l'impression que dans ce dessin animé, il y a quelques indices comme quoi il faut arrêter de penser au passé et au futur, mais vivre en fait le moment présent car c'est seulement dans ce moment qu'il y a de la beauté et il faut et c'est plutôt bien qu'il y ait autour de nous des enfants tout petits qui prennent part dans notre vie et pour nous apprendre à revenir dans ce monde magique où tout est possible. Et c'est pourquoi il faudrait que l'on redevienne des enfants. Bonsoir, merci pour ce dessin animé et pour la présentation. On a déjà parlé beaucoup de certains parallèles. Et à mes yeux, pour ce dessin animé, avec sa stylistique, m'a rappelé le film Solaris, puisqu'il y a donc les mêmes représentations artistiques. Mais Solaris, c'est les années 70, alors que ce dessin animé a été créé beaucoup plus tard. Mais il y avait donc une chanson superbe, une chanson donc sur les adolescents et les poèmes ont été écrits par Robert Rojdestvenski. Et je me suis rappelé en fait de plusieurs strophes. Si j'oublie quelque chose, les étoiles ne nous accepteront surtout pas. Donc, en fait, dans un autre pays, nous cherchons donc notre monde réel. J'avais l'impression que dans l'espace, nos idéalisations soviétiques, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris nos armes? Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. C'est très... Merci beaucoup d'avoir rappelé ce film Moscou Cassiopée. Les adolescents dans l'univers, il y a une idée exceptionnelle dans ce film animé parce que le vol, il était bien long. On autorise nos adolescents à prendre ce vol-là. On n'a pas peur de les autoriser à créer, à leur donner la possibilité de créer le monde. Et par exemple,
le roman connu de Golden, là où ils construisent à l'inverse. La société est tout à fait fasciste. Dans la vision de monde soviétique, on n'a pas, si vous voulez, de peur envers si vous voulez, l'activité et la création du monde par les adolescents, mais en Grande-Bretagne, dans ce roman bien connu, bien évidemment, on voit cette peur-là de faire confiance aux jeunes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est cette possibilité de mourir au prix de sa propre vie et comment il s'occupe de ce bouc ou de cette chèvre, comment on le traite, comment on le partage, ce lait condensé avec l'animal. Je crois que ce soin, c'est ce soin-là qui peuvent sauver le monde. Et moi, je souhaiterais parler des nuances plutôt des nuances de couleurs. Tout d'abord, ça commence par noir et blanc, des couleurs très dépressives. Et lorsqu'il est entré dans la chambre où il est né, on a vu des couleurs vives et bien diverses. Mon impression est que je n'étais pas d'accord, qu'il fallait peut-être suivre le jour actuel, le présent, ce moment précis. Mais je crois que c'était juste entre les parenthèses, si vous voulez. Il y en a plus. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage du bouc, d'une chèvre. Vous avez raison que vous avez attiré l'attention. Cet animal, là, on voit d'abord le monstre, cette voix effrayante, mais là, ils ont réussi à faire ami avec ce monstre. Là, peu importe si c'était un monstre imaginaire ou réel, ils ont réussi à faire ami avec lui. L'option la plus simple proposée par Dick, juste le tuer et le manger. Et l'humanisme terrestre, mais non, on voit quand même cet animal qui a aussi ses propres enfants. On va quand même lui donner à manger, on va le nourrir, peut-être. Il est aussi utile pour nous. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Le chemin, la route de John Hillcourt. C'est le film contemporain où le père et son fils, un garçon, je ne sais pas s'il s'agissait de catastrophe nucléaire ou autre, c'est un film apocalyptique où il traverse par des événements horribles où les gens sont cannibales. Et le père, il est déjà mort et le garçon reste seul et il voit une communauté humaine et le signe de cette communauté humaine était le symbole du chien de cette communauté humaine. Et le chien, ils ne l'ont pas mangé. Si vous voulez, c'est une espèce, une autre espèce de vie humaine, de nature, de fun, et ils n'ont pas utilisé quand même dans nourriture. Et Hillcourt, je crois peut-être, il a vu aussi ce dessin animé local, ou peut-être juste ses idées, ils sont dispersées dans l'air et les auteurs, ils sont inspirés, si vous voulez, de la même source, mais le book la chèvre que vous avez vue, moi je croyais que c'était le motif primitif d'être, si vous voulez, ami avec d'autres espèces ou personnes par un homme.
Bonsoir, merci pour ce moment. Ce film était très révélateur pour moi. Et en vous écoutant, Galina, j'ai découvert des mathématiques que je ne connaissais absolument pas et qui me paraissaient beaucoup plus abstraits et plus surréalistes qu'un tableau de Salvador Dali, par exemple. Mais une question m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'il existe des formules mathématiques pour exprimer les sentiments? Parce que ce serait très intéressant. Il y avait beaucoup de sentiments dans ce film, des sentiments positifs, des sentiments négatifs. Et j'ai une autre question. Quelle est la suite de cette histoire? Est-ce qu'ils vont retourner à leur planète ou est-ce qu'ils vont construire ici, sur cette planète, leur propre monde? Merci beaucoup encore. Merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'on va les partager en deux. Je vais parler de formules mathématiques et Georg va parler de la suite. Donc pour les formules mathématiques, pour exprimer les sentiments, non, les maths n'est pas malheureusement au niveau assez développé pour exprimer les sentiments, mais par contre, il y a quand même quelques formules qui peuvent nous exprimer quelque chose qui se passe dans notre vie. Par exemple, on peut parler d'une équation stochastique, rien à voir avec la géométrie, mais bon, c'est une équation stochastique, ça concerne plutôt les théories des probabilités. Et cette équation, qui s'appelle l'équation de Black-Scholes, c'est une équation qui nous décrit notre vie, qui décrit en fait tout ce qui se passe dans la vie. Et dans cette équation, on a une partie déterministe, c'est-à-dire que bon, si on a bien travaillé, si on a tout fait comme il faut, selon les règles, on a quand même une partie déterministe qui nous garantit que quand même on a un minimum acquis dans la vie. Et là aussi, deuxième partie dans cette équation, qui est une partie stochastique, qui est partie aléatoire. Et tout peut se passer en fait. Voilà. Et après, bon, effectivement, en modifiant les coefficients, la société peut modifier les coefficients d'un facteur devant le facteur déterministe qui détermine en fait notre vie à partir de notre bonne conduite au début. On peut augmenter, dans ce cas, bon, on peut réduire le facteur aléatoire, ou bien on peut augmenter le facteur aléatoire. Dans ce cas, on peut peut-être gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre beaucoup. Voilà. Donc ça, on peut dire, c'est une équation assez philosophique qui décrit notre vie. Et il est d'ailleurs utilisé, pas pour modéliser les vies humaines, encore une fois, on est beaucoup trop primitif, mais par exemple, c'est utilisé sur la bourse. Les coûts d'actifs sur les bourses, oui, plus ou moins suit cette équation assez philosophique. Voilà. Merci beaucoup pour vos guillemets. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce qu'il y a une suite? Il y a une suite. Il y a un deuxième volume. Donc d'abord, Kir Buluchov a écrit cette nouvelle. Ça s'arrête là, dans le texte. Le texte est, moi je trouve que le texte est très réaliste, très captivant. C'est un bon texte de science-fiction, vraiment à lire. Il y a une deuxième partie où il y a un vaisseau spatial qui vient de Terre sur cette planète. Et toute la deuxième partie donc, de ce roman se construit autour de la non-rencontre, du grand danger de la non-rencontre des terriens bons, propres, technologiques, progressistes, maîtrisant les technologies qui ont évolué depuis, et les terriens, entre guillemets, perdus dans l'espace, qui ont dégradé technologiquement, mais qui cherchent à sauvegarder leur humanité dans ces conditions impossibles à vivre. Donc la deuxième partie va être construite autour de ce conflit-là, cette opposition-là, genre deux parties. La Terre qui arrive finalement, qui n'arrive pas à voir, à trouver, à comprendre qu'il y a des vivants, qu'il y a des terriens vivants sur cette planète, et les terriens vivants sur cette planète, dans leur petite colonie, ils n'arrivent pas à retrouver et faire comprendre aux terriens venus qu'ils sont vivants, qu'ils veulent entrer en contact avec eux,
et qu'ils veulent refaire partie de l'humanité. Bon, je ne vais pas vous raconter comment ça se termine, sinon je ne vais pas spoiler la deuxième partie. Bon, слушайте, ну, спасибо вам большое за то, что вы пришли, посмотрели этот мультфильм вместе с нами. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir regardé ce dessin animé avec nous. Nous avons une idée d'organiser un cycle de ces projections. Nous avons voulu vous projeter le mystère de la troisième planète, mais malheureusement, il y a des problèmes des droits d'auteur pour le projeter. Donc, nous avons commencé déjà du deuxième au troisième modèle de notre planète. S'il y a des doutes dans l'espace, dans le cosmos, s'il y a nos confrères intellectuels là-bas, ou si juste il fait froid et on souhaite d'y revenir au plus vite, ou peut-être un vaisseau spatial avec la radiation qui est là. On a commencé pas dès le début comme on a voulu avant. Donc, si vous voulez, c'est le cercle des questions, des problèmes qui ont été soulevés plutôt vers la fin de la période soviétique. Si vous allez regarder le mystère, le secret de la troisième planète, quelle est la vision optimiste, on voit l'espoir dans ce dessin animé. Bien évidemment, il y a aussi d'autres personnes dans ce film, sans armes aussi, mais bien évidemment, il y a d'autres œuvres cinématographiques, notamment le film Peraspra d'Astra, qui malheureusement n'est pas connu en dehors de l'Union soviétique. Donc, on va dire de la Russie et des pays de la CEI pour l'exploration de l'espace, de rencontres de civilisations différentes, il y a même des clones. C'est vraiment très pertinent, le film. Bien évidemment, il y a une catastrophe écologique dont on parle actuellement. Il y a des idées de violence ou non-violence, si ça peut amener au bonheur. Si vous avez des propositions ou un désir, un souhait de prendre part à nos conférences, débats de science-fiction, la prochaine fois, nous serons ravis d'écouter vos propositions. Et je vois que parmi vous, il y a des personnes qui comprennent beaucoup de choses dans la science-fiction et dans la réalisation de ces films, des adaptations cinématographiques de science-fiction. Je tiens à remercier la Maison Russe qui a soutenu cette idée. Et nous n'allons pas vous dire adieu, mais nous allons suivre les actualités de la Maison Russe, des sciences et de la culture. Et de notre côté, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On pourrait s'échanger de la prochaine séance ou du sujet de la prochaine séance, ou peut-être directement le cycle de quelques conférences débats. Et pour les enfants dont le comportement a été exceptionnellement bon de plusieurs points de vue, et nous vous remercions d'avoir regardé attentivement le film. Donc, des leçons à tirer. Ce que les adultes vous conseillent, c'est presque toujours peut être très utile pour vous. Merci beaucoup. Nous serons ravis de vous revoir sur les nouvelles planètes. Merci. Merci beaucoup. Pour la prochaine séance, pour le préparer, je souhaiterais poser les questions à la salle. Vous n'êtes pas obligé de répondre de suite. Peut-être vous pouvez réfléchir un peu. On n'a pas trouvé la réponse. Donc, ma question est pourquoi la science-fiction, qui était tellement populaire dans les années 60, 70 et même dans les années 80, mais aussi à l'Occident, d'après le nombre d'auteurs, notamment anglophones, des œuvres littéraires en science-fiction, pourquoi elle se trouve dans l'ombre? Pourquoi elle n'est plus intéressante? Pourquoi maintenant les adolescents et les adultes lisent fantasy et pas la science-fiction? Je crois que vous aurez des idées et vous pourrez me donner la réponse. Merci beaucoup de votre attention, ça fait plaisir. Merci à vous.